Mistraliennes, Mistraliens, soyez les bienvenus sur la chaîne Mistral Main Autre et terminons en beauté cette année 2021 avec selon moi les 10 meilleures intrigues de l'année, donc du positif et un petit peu d'optimisme pour l'année prochaine. C'est parti! C'est pourquoi Ian a demandé à Katia de faire un audit interne afin de nous aider à mieux nous organiser et à optimiser toutes nos capacités. Je vais laisser la parole à Katia et je vous demande de lui réserver un très bon accueil. Voilà le genre de personnage qui arrive en l'espace d'une scène ou deux à générer une détestation légitime tout en sachant que le dit personnage va rester seulement quelques semaines à l'écran. Eh bien, Katia, la coste-killeuse, a parfaitement respecté sa part du contrat et respecté un cahier des charges en se montrant particulièrement haïssable le temps d'une intrigue. Dans les locaux de GTS qui ont rendu l'âme depuis cette histoire, on a réussi à mélanger les époques et les générations pour dégainer une intrigue sociétale à la fois divertissante, profonde et qui parvient à extraire le meilleur des personnages. Oui, parce que là, chaque élément du décor voit son quotidien grandement impacté. Pour rappel, Katia a été dénichée par Yann Moss afin de procéder à une réduction de la masse salariale et Mila, sans s'en douter, eh bien, elle s'est rendue complice de ce forfait qui représentait une bombe à retardement dans la société alors représentée par Vincent. Le drame qui a touché Céline, livrée en pâture sans aucune pudeur aux téléspectateurs, rappelez-vous, on l'a même vue sur son trône pendant qu'elle faisait un appel vidéo, et quand on connaît la fragilité mentale de Céline, cette descente aux enfers a été subtilement amenée en sachant qu'elle pouvait atteindre à tout moment un point de non-retour. Et j'ai particulièrement apprécié le fait que l'on se serve du passif entre Céline et Vincent pour personnaliser un petit peu plus cet arc qui s'est achevé avec une prise d'otage. Une mention spéciale pour les acteurs historiques Rebecca Hampton et Serge Dupire, comme quoi quand on maîtrise les multiples facettes de son personnage, eh bien ça aide à crédibiliser une intrigue. Alors j'ai deux petits regrets qui font que je n'ai pas positionné cette intrigue un petit peu plus haut dans le classement. Tout d'abord le recasting de Yann Moss, avec un recyclage pour le moins manqué, et c'est dommage quand la boîte s'appelle Green Tech Solutions. Et puis l'absence de Charles Frémont, ça aurait été idéal de voir l'homme d'affaires de retour dans une intrigue qui l'aurait un petit peu revigoré et qui aurait, pourquoi pas, scellé la réconciliation entre le père et sa fille. Dommage qu'Alexandre Fabre, à l'instar de son fils, soit mis au placard. Je fais rien de mal. Eh si, tu fais fuir les clients. Et je veux pas de toi devant mon resto. J'ai pas de vent là. Puis si vous préférez vos clients, je vais les voir. Puis je leur dis que votre dessert fait maison, c'est du surgelé. C'est pas assez bien pour toi, c'est ça? Alors ce n'est pas pour l'aboutissement de cette intrigue, à savoir la concrétisation du couple Nathan-Sabrina, aussi improbable avant que transparent après que je place cet arc dans mon top, mais quand même il s'est passé pas mal de choses très sympathiques au cours de ces quelques semaines. Alors déjà je tiens à souligner que la période noire de Sabrina a été très bien amenée après la mort de son ami SDF qu'elle venait tout juste de retrouver, parallèlement à une guerre liée à Mila suite au Prime Évasion. On nous avait suggéré que la serveuse démissionnaire du Mistral avait quitté la colocation pour retrouver sa condition de sans domicile fixe. Sauf que ses proches l'ignoraient, il l'a pensé avec un ami, mais Nathan s'est douté très vite que ce n'était pas le cas, et on a ainsi vu Sabrina dans une sorte de roulotte avant qu'elle ne disparaisse de l'écran quelques semaines. Et bien voilà par exemple une gestion intelligente de calendrier quand un comédien est amené à s'absenter plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je pense qu'il faudrait s'en inspirer plus souvent. En tout cas, j'étais content de pouvoir constater de mes propres yeux à quoi avait pu ressembler le quotidien de Sabrina avant d'intégrer la grande famille du Mistral. Alors je trouvais qu'on ne le réalisait pas vraiment, même si on avait quelques petits détails, notamment lors de son aventure en voiture, mais maintenant la boucle est bouclée, et puis cette intrigue a permis d'accueillir Josiane, de sceller la réconciliation Mila-Sabrina, ou encore de faire la rencontre de la charmante Baya. Et Nathan a été top de bout en bout dans cette intrigue. Contrairement au comportement qu'ont eu Franck et Valentin pour les faux mariages, on peut vouloir jouer les bons samaritains et le faire avec classe et dignité. Et dans cette intrigue, je trouve que tous les personnages ont été mis en valeur et c'est bien ce qui m'a plu. Moi j'aime bien nommer les choses. Ça les rend plus réelles.
Typiquement le genre d'histoire qui n'a pas de lendemain, mais qui est plutôt acté pour séparer un couple qui n'avait plus d'avenir. Si Elsa a vécu une brève histoire d'amour avec Revel, le substitut du procureur qui a traqué sans relâche les fidèles avec la complicité de Nebu, eh bien c'est bien pour légitimer le fait qu'il y avait un point de non-retour entre Elsa et Karim. Franchement, est-ce que l'absence d'Elsa s'est fait ressentir lorsque Karim a brièvement participé à la dernière intrigue consacrée à Abdel et Nisma? Eh bien non, et j'espère que les scénaristes sauront exploiter de la même façon Elsa, déjà qu'Allison a baissé pavillon. Mais pour revenir à cette intrigue palpitante, tout a commencé de manière originale avec un incendie au Baumettes qui a failli coûter la vie aux deux futurs amants, et la séquence qui a symboliquement positionné Elsa et Revel du même côté de la barrière, d'égal à égal face aux circonstances tragiques. Quoi de mieux donc pour comprendre cette force qui les a soudés en dépit de toutes les circonstances. Et c'est là qu'on savait le pauvre Karim condamné à perdre Elsa, puisque lui, il est resté à un stade similaire, celui de sa seule détestation pour le substitut. Or, Elsa, elle, avait déjà largement dépassé cette étape. Et j'ai aussi aimé le contexte du procès dans lequel s'est déroulé cet arc. Un procès rondement mené, le premier d'envergure depuis celui de Margot Libert 6 ans plus tôt. Je trouve aussi que le casting de la juge Colbert s'est révélé très efficace. J'étais content d'ailleurs de la retrouver lors d'une petite scène autour des TGI infligés aux adolescents juste avant le Prime Blackout. Un adultère, un conflit d'intérêts pour Revel, une séparation historique, une arrivée plutôt réussie. Que demander de plus? Sa femme l'a plaqué pour un surfeur australien. Du coup, il s'occupe seul de leur enfant de 4 ans. Mais le mois dernier, il a pas pu lui payer la cantine. C'est affreux. Mais pourquoi il a pas accepté mon argent dans ce cas? Pierre, t'es mal placé. En attendant, le petit a des trous à ses chaussures. Mon cœur de fan brisé par la mort de César ne se réparera pas de sitôt. Mais alors, l'entreprise Baptiste et César répare du temps où elle était légère, donc avant les tragiques événements, a constitué un véritable bol d'air pendant l'été. On a peut-être un petit hommage au jeu historique La tête et les jambes quand César dit à Eugénie lors d'une interview qu'il est la tête et Baptiste les muscles au nez et à la barbe de son associé. Bon, c'est à la fois drôle mais cruellement réaliste. Cela résume aussi un petit peu l'historique qui oppose les deux hommes, et j'ai trouvé ça pertinent de nous soumettre divers flashbacks, notamment quand Emma dévoile à Barbara le palmarès de César qui explique l'antagonisme entre les deux garçons. Bon, il y a aussi un sacré coup tordu que Baptiste a fait auprès de César, puisqu'il a provoqué la rupture César-Thérèse en cachant du shit dans la poche de sa petite sœur. Mais je m'égare. Parenthèse refermée. Personnellement, quand César a souhaité convaincre Baptiste de s'associer avec lui, je n'étais absolument pas au courant et je me doutais pas une seconde qu'il s'agirait là du dernier tour de piste de César. Alors, est-ce que pour le coup, on n'a pas une petite incohérence, puisqu'on a vu vraiment César travailler avec beaucoup d'acharnement pour mener son business. Or, il projetait de tuer en réalité son futur associé dans les 2-3 mois. Bon. Mais pour le reste, avant de connaître les réelles intentions du neveu de Rocha, ce duo a beaucoup régalé. Des situations comiques, des répliques sanglantes, des quiproquos en tout genre, notamment quand Kevin met à l'amende son ancien camarade de classe, et je n'oublie pas la période où César profitait simplement de la crédulité de son ennemi, sur qui l'ancien cadre de GTS s'est fait un peu de beurre en inventant des histoires à la mort moelleux dont il a le secret. Il aurait peut-être fallu que les filles soient un peu moins présentes, alors elles ont veillé à ce que le niveau de testostérone reste stable, mais il faut laisser ces deux-là pleinement s'exprimer, chacun dans leur registre. César et Baptiste donnent leur meilleur quand ils sont l'un face à l'autre, et cette association, aussi artificielle fût-elle, aurait mérité de se prolonger. Voilà, c'était pour dire que maintenant j'étais heureux et je souhaite que tu connaisses le bonheur aussi. Wow. Je me doutais que tu pouvais être un beau connard, mais alors là... On reste dans la même sacoche avec la relation tout aussi artificielle entre Camille et Kevin. Alors, Kevin aurait pu découvrir le poteau rose en apercevant César à quelques mètres du commissariat avant son enlèvement, et le destin en aurait été bouleversé. Pour neutraliser le tueur en série, Kevin s'est laissé convaincre par Nebu, son beau-père, de rompre avec Emily et de séduire la petite sœur d'Emma. Emily a enduré beaucoup de souffrances. Elle n'a pas supporté évidemment que Kevin couche avec sa cible. Bon là, dans ce cas-là, la mission elle avait bon dos. J'ai aimé l'audace de cette intrigue car on a créé un concours de circonstances qui ont manqué de tout faire exploser. La relation Emma-Camille en a pris un sacré coup, mais la casse a été presque limitée puisque Kevin a sauvé son amitié avec Emma, celle-ci ignorant encore que César a commandité le meurtre de Baptiste, et tout en pensant que ce même César a rejoint le Canada.
Et si on a trouvé la scène de sexe assez glauque entre Kevin et Camille, on ne pouvait pas ne pas être captivé par tout cet ensemble. C'est la première grande mission de Kevin, un personnage qui jouit d'une belle évolution depuis son entrée dans la police. Camille et Jacob forment un tandem tordu et très complice à décortiquer, impossible de dire qui manipule qui aujourd'hui. Et comme l'homme est employé au Céleste, bien qu'absent pendant la période Blackout, on n'en a pas totalement terminé avec cette histoire. Kevin et Camille, c'était malaisant à souhait, mais ça colle tellement bien à la psychologie de Camille. On découvre petit à petit d'autres facettes de la personnalité de l'adolescente. J'ai envie d'en savoir plus, pas tout de suite, mais j'en redemande pour 2022. À bientôt. Nous sommes partis pour un long moment avec cette romance qui est partie d'un coup d'un seul, puisqu'on a compris entre le début et la fin du Prime Blackout que le comportement agressif de Betty en Léa dissimulait en réalité une attirance un peu coupable. Mais depuis on avance en douceur, quelques graines sont parsemées par-ci par-là sur les intentions encore dissimulées de Léa envers la jeune femme, et pour cause, elle a une actualité bien chargée du côté de sa vie privée avec la naissance de la petite Aurore, les problèmes de santé qui l'ont accompagnée les premiers jours. Ce qui m'attire dans cet arc est la perspective d'une clarification quant au statut sur l'orientation sexuelle de Léa. À tout moment, il faut trancher dans le vif et Léa refuse tout rapprochement avec Betty pour se ranger du côté de Bauer. Et si ça se confirme, on peut supposer qu'elle ne reviendra pas à ses premiers amours, du moins pas sur le moyen terme. Autre centre d'intérêt, eh bien c'est le cas de Betty qu'on nous vend comme un personnage pansexuel. La production a résisté jusqu'à 1 an après le départ de Clara, Antoine, avant de se rappeler à ses fantaisies dans l'air du temps. Et pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment se matérialise cette pansexualité. Eh bien l'attirance de Betty envers Léa est une belle occasion d'en savoir un peu plus. Pour l'heure, leur relation reste très subtile et Léa compte faire de Betty la nouvelle babysitter d'Aurore. C'est une excellente idée pour prolonger en 2022 cette intrigue née au début du mois, et j'imagine que Bauer va hausser le ton s'il voit que son couple avec Léa est en danger. Survivre quelques jours de plus. Pourquoi faire? Pour revoir Amina. Les scénaristes ne sont jamais autant inspirés quand il s'agit d'épaissir le parcours chaotique d'Abdel au Mistral. Alors je ne sais pas si c'est le look de l'avocat qui porte quelque chose entre sa barbe, ses cheveux gominés ou que sais-je, mais tout ce qui a attrait au Fedala est la garantie de connaître de grands frissons. Après avoir participé 3 ans plus tôt à une mise en scène exécutant Patrick Nebou, Abdel a lui-même fait croire qu'il avait 6 pieds sous terre pour mener à bien une mission hautement dangereuse. Dans un premier temps, lui-même ne sait pas que ses proches le croient mort. Un enterrement est organisé en sa mémoire, mais il se saisit de l'évolution des événements pour tourner la situation à son avantage. C'est toujours agréable quand les scénaristes font preuve de mémoire. Moi je n'ai aucun souci à faire du neuf avec du vieux, puisque Abdel a payé l'explosion d'un fourgon qui date de février 2017, et c'est tout à fait légitime qu'un proche cherche à se venger. Si vous vous intéressez régulièrement aux faits divers, des gens mettent souvent plusieurs années à se venger, donc voir cette veuve s'attaquer à l'avocat depuis tout ce temps n'a rien d'incongru. Mais ce que j'ai préféré dans cet arc n'est pas tant les rebondissements, la tension, mais la belle relation, le duo de Nisma et Abdel. Entre eux, cela a été compliqué dès le départ, et Nisma a été une révélation à bien des niveaux. Depuis la fin du scénario, nous n'avons pas revu la jeune femme, mais voilà comment construire en quelques semaines une personnalité susceptible d'être adoptée par le Mistral. Et enfin, on n'a pas ressenti l'absence d'Elsa dans cette intrigue. Karim, lui, n'a joué qu'un rôle secondaire, et j'ai trouvé que les répartitions ont été équilibrées et l'intrigue, elle est passée vite car on a eu le droit à plusieurs cadres, la disparition d'Abdel, son duel avec sa geôlière et l'immersion au sein d'un local tenu par des salafistes. C'est typiquement le genre d'intrigue déroulée sur 5 semaines qui ont fait le succès historique du feuilleton. Bah oui, il n'y a pas de sous-métier. Ouais, sauf que j'ai un petit peu menti sur mon âge. Et j'ai fait croire à tout le monde que je bossais dans une bibliothèque, même à ma mère. Et puis tu préférerais que ça reste entre nous? Bah oui, bah, on dira rien. Surtout si tu nous aides. Tu l'as déjà vu ici, celui-là? Ce n'est pas Miami, mais Mami Vice avec la très belle association Myrta Yolande qui a fonctionné à travers la complémentarité de 2 femmes qui ont su se rapprocher à la mort de Jocelyn. Un arc léger, comique, grâce surtout à une Myrta qui a tenu à accompagner la veuve et qui a livré de la plus belle des manières la définition du mot amitié. Bon, le pauvre Alain, que d'aucuns avaient oublié, a servi de passe-plat puisque il a été victime d'un chantage à la sextape provoqué par ces orgies romaines, et les 2 femmes ont donc mené leur enquête au sein d'un club libertin, disons réservé aux seniors pour rester courtois, et il est vrai que cela a pu occasionner quelques
scène télégénique, mais cela fait partie du folklore qui a contribué à nous offrir un été d'assez bonne facture malgré l'échec de l'île des naufragés. Cela m'a fait particulièrement plaisir de retrouver une Yolande pétillante, souriante, qui a de nouveau croqué la vie à pleines dents après une longue période de marasme liée au décès de Jocelyn. Et d'ailleurs, les apparitions de Jocelyn dans l'au-delà sont restées assez sobres, on n'a pas eu de psychologie de comptoir. Sylvie Flep, on peut en dire ce qu'on veut, mais à travers un personnage rigide, quand Myrtha lâche les chevaux, c'est un sacré potentiel comique inégalable. Aussi, les personnages secondaires sont restés à leur place dans cette intrigue. On ne nous a pas fait miroiter des événements révolutionnaires comme quand un ex survenu de nulle part bouleverse tout un équilibre, et c'est aussi cette réserve qui a été parfaitement dosée. Oscar et Alain ont été présents le temps qu'il faut, ils n'ont pas volé la vedette à notre duo de super mamies. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais ce que je fais. Cette fois-ci, j'ai pris ma décision. Avis Marcionne a prévenu un an plus tôt les scénaristes qu'ils souhaitaient quitter le feuilleton, et donc on a eu le temps de concocter une sortie digne. Eh bien bravo, le journaliste présent juste ce qu'il faut avant de déguerpir à Bordeaux avec victoire a rehaussé son niveau de popularité. Bon, on aurait peut-être pu attendre le réveillon et avoir une dernière réunion Luna-Sacha, mais c'est un nouveau duo qui a brillé donc cette année à travers deux ex qui ont partagé tant de mésaventures. Ils ont été l'un et l'autre jusqu'à souffrir dans leur chair avec l'accident de voiture et puis l'attaque à l'acide. Et c'est très sympa d'avoir mis à l'écran une telle complicité, puisqu'on sait qu'Anne Dessy et Avis Marcionne sont très proches dans la vie, ils vont d'ailleurs jouer au théâtre ensemble, et ça s'est particulièrement ressenti en 2021. Et la mini-enquête s'est révélée très efficace. Tout a commencé quand ils ont été sollicités pour remettre à son propriétaire un bijou auparavant dérobé par la sœur d'une prisonnière, à savoir Latifa. Et je ne m'attendais pas, lors de ce fameux cambriolage, à un tel rebondissement, à savoir que Sacha serait le témoin d'un meurtre. Malais, le proprio, ayant décidé alors de se débarrasser de sa maîtresse encombrante. Et pour chipoter, j'aurais peut-être laissé planer le doute davantage sur l'authenticité du meurtre, histoire de faire participer le téléspectateur. Mais on a tout de suite su que Sacha avait bel et bien assisté à un crime, et on a bien dosé l'intensité du moment, la gravité de l'enjeu, avec un soupçon donc de légèreté ayant accompagné les recherches des apprentis enquêteurs. On peut remarquer que beaucoup de duos fonctionnent bien mieux quand ils ne sont pas en couple, puisqu'on n'a pas des scènes intimistes et qui ont tendance à tourner parfois en rond. Peut-être par exemple que Estelle et Francesco sont faits pour être des amis, des confidents l'un pour l'autre, parce que l'alchimie conjugale ne prend pas. Et pour en revenir à cette intrigue, pour Luna, ça a eu le mérite de lui offrir un joli tremplin. C'est une transformation qui a été particulièrement soignée. Elle s'est livrée à nous et on a eu énormément d'empathie quand Sacha lui a annoncé son départ pour Bordeaux. On a compris, on a ressenti son désarroi, car on a instinctivement captivé le manque affectif que ce départ allait engendrer. Parce que les scénaristes ont tout simplement réussi à nous ressouder ces deux-là. Excusez-moi, je vous connais, mais je sais pas d'où. Je sais pas. De Fort Boyard? Non. Koh-Lanta? Non plus. Les Marseillais à Dubaï. Non, carrément pas. Je voulais pas te rendre triste, pardon. J'ai pas réfléchi. Ben voilà des paroles pleines de sagesse et d'humilité. C'est bien. Voilà tous les ingrédients réunis pour booster un feuilleton sur des mois, voire des années. Alors oui, c'est encore une sœur cachée qui sort de nulle part, mais rien de comparable avec l'irruption de Sylvia. Quand une jeune fille paumée insinue être la petite sœur d'Emma, que cette dernière au commissariat ne la reconnaît pas, avant finalement qu'une évidence suite à un souvenir commun frappe le téléspectateur, on comprend alors qu'on est parti pour quelque chose de très sérieux et de durable. Le succès de cette intrigue, née au début de l'année et qui s'est prolongée sur toute une année, on l'a vu un petit peu plus tôt, eh bien elle repose beaucoup sur les rapports entretenus par Camille et Jacob. On a effectivement une sorte de syndrome de Stockholm qui apparaît telle une évidence lors du premier passage de Camille à l'écran, mais son évolution et la suite des événements donnent raison à ceux qui ont imaginé ce nouveau personnage, puisqu'on a pu le développer de diverses façons, et c'est un personnage très très complexe et on peut exploiter pas mal de choses avec lui.
Faire aujourd'hui de Camille une véritable complice d'un tueur en série, eh bien ça me rappelle le virage opéré avec Nicolas Berger. Quand celui-ci était simplement cantonné à une romance avec Coralie, il est devenu le grand tueur du Mistral et un chirurgien d'une nature effrayante. Je me rappellerai toujours de cette scène où on a compris que Nicolas Berger n'était pas le gentil et compétent chirurgien. Il était dans l'appartement de Blanche et il a commencé à dissimuler des sortes de papiers, je crois, dans une grille d'aération. Et là, on a la musique qui ne collait pas vraiment avec Nicolas, qui était juste alors un personnage secondaire, romantique. Et là, à travers cette petite musique, on a compris qu'il se tramait quelque chose et on en a eu pour notre argent et pour des années de plaisir à suivre l'évolution de l'Enchanteur. L'arrivée de Camille est ma numéro 1 puisque elle a dynamisé toute l'année de Plus belle la vie et personne n'est d'accord sur ses responsabilités. Est-elle justiciable, condamnable ou encore simplement influençable? Elle ne laisse aucun téléspectateur indifférent. Physiquement, ça matche très bien avec Emma, il reste en plus des zones d'ombre à élucider comme la mort de César. Et puis Jacob étant réceptionniste du Céleste, il est l'antagoniste le plus intéressant depuis l'Enchanteur. Mais si je dois faire un pronostic, je pense qu'on en aura fini avec Jacob en 2022 lors de la prochaine grosse intrigue. Je pense pas qu'ils vont répéter le scénario de Nicolas Berger, à savoir laisser en liberté un tueur en série au Mistral pendant plusieurs années. C'est sous le soleil que je termine ce top 10 et cette année 2021 de Mistral en outre. Merci à tous ceux qui ont été présents pour cette aventure. Je vous rappelle que l'année prochaine démarre un nouveau concept en plus de mes débriefs quotidiens. C'est des formats de 5 minutes qui vont retracer tout l'historique d'un personnage. Donc on va commencer évidemment par les ténors, les cadors du Mistral et les personnages qui sont encore présents aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon réveillon du 31 décembre, une excellente année 2022 et je vous donne rendez-vous le vendredi 7 janvier pour les premiers débriefs des épisodes de 2022 sur ce podcast qui est vôtre, mais surtout mistralement nôtre. Bye bye.